Allez, les derniers, installez-vous rapidement. On va accueillir le deuxième intervenant, enfin le troisième si on compte Serge Marquis. On était au Canada tout à l'heure avec Serge. On va passer à la Belgique. On va accueillir un entrepreneur humaniste. Quelques mots, Pierre, avant de te laisser le micro. C'est quelqu'un qui a créé de nombreuses entreprises, associations. Il a enrichi sa pratique avec les neurosciences. Il a créé en 2008 l'Institut du neurocognitivisme. Et son super pouvoir à lui, j'ai bien réfléchi parce qu'il y en a beaucoup, c'est très riche. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est ton approche holistique. Tu aimes bien avoir une vision transversale sur les choses. Allez, trêve de blabla, je te laisse nous exposer tout ça. Merci de m'avoir invité. Merci, bonjour à tous. Donc, voilà, je vais simplement vous dire qu'on va parler de l'intelligence, l'intelligence qui cache une autre intelligence. Et en fait, en deux mots, j'ai en effet créé une quinzaine d'entreprises. Les dernières, c'est lorsque j'ai repris les usines de Renault-Villevorde en 1999, où j'ai recréé des centaines d'emplois sur ce site qui était devenu en fait inutilisable, inutilisé surtout. Et donc en deux mots, depuis 25 ans, je finance la recherche en neurosciences comportementales de Jacques Fradin. Jacques Fradin qui a créé en 87 un centre de recherche pour comprendre comment nous fonctionnons. Et donc c'est de l'interdisciplinarité qui en fait associe aussi bien les neurosciences que la biologie, le comportementalisme, le cognitivisme, l'éthologie. Et donc l'ensemble de ces 75 années de recherche homme, en fait, nous a permis, et elle a permis surtout à Jacques, de créer ce qu'on appelle l'approche neurocognitive et comportementale, qui, depuis 2008, est transmise à travers une association qui s'appelle l'Institut de neurocognitivisme et qui donne régulièrement des cycles de formation, et nous en donnons à Nantes depuis l'année passée. Donc, fin de cette année-ci, il y a un cycle qui démarre à Nantes, mais il y en a de nombreux à Paris, à Lyon et ailleurs. En deux mots, nous sommes confrontés aujourd'hui à trois grands paradigmes. Trois grands paradigmes qui, en fait, bousculent notre vie. Le premier, c'est la complexité. La complexité est aujourd'hui omniprésente. Elle est là, elle change, ça change nos environnements de façon très régulière. Vous devez savoir que la connaissance mondiale se multiplie par 2 tous les 7 ans. Avons-nous un cerveau qui peut ainsi s'adapter à ces changements aussi radicaux? C'est ce qu'on va découvrir, la résistance au changement étant aussi quelque part un aspect tout à fait naturel de l'humain. Et comment peut-on le dépasser? Cette complexité entraîne un deuxième élément. Cet élément, c'est l'interdépendance. Il est vrai qu'un chef d'entreprise, il y a 50, 60 ans, connaissait son entreprise de A à Z, il connaissait tous les process, il pouvait la gérer, même si ça paraissait apparemment complexe. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, nous dépendons des autres. On dépend de son service informatique, de la communication. On a en fait le besoin de travailler en commun. Or, pourtant, tous nos enseignements, toute notre école, les universités nous ont appris à travailler seuls, à être dans la compétition, à être meilleur que l'autre pour choisir son université. Imaginez un peu ce que ça provoque comme besoin d'individualisme. Aujourd'hui, il faut faire sortir tout cela du champ de notre façon de penser. Et donc, cette interdépendance exige une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de l'autre. Qui est-il? Que pense-t-il? Quelles sont ses motivations? Et le troisième paradigme, qui est flagrant aujourd'hui avec les nouvelles générations, mais qui nous habite aussi, c'est cette notion d'individuation. Ça n'a rien à voir avec l'individualisme. L'individuation, c'est ce terme qui était cher à Théard de Chardin dans les années 40, 50, c'est ce besoin de se réaliser soi. Et on le voit dans les jeunes générations. Lorsqu'ils vont au travail, et ça a été dit ce matin, c'est plus de donner du sens que simplement un salaire. Et donc nous rentrons dans cette ère aujourd'hui qui est en train de bouleverser notre façon de penser. Alors, comment tout ça s'explique? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Voilà les travaux que nous avons voulu développer. Un cerveau, grosso modo, le côté bleu étant ce qu'on appelle le néocortex préfrontal, donc derrière le front, un cerveau humain adulte pèse grosso modo 1350 grammes, 1400 grammes. Dans ce cerveau,
nous avons en moyenne 100 milliards de neurones. Je ne sais pas si vous imaginez, 100 milliards de neurones. Et sachant que chaque neurone est relié à 10 000 autres neurones en moyenne, nous avons 1 million de milliards de connexions. C'est probablement la création la plus complexe de l'univers. Et aujourd'hui, on peut commencer à lever le voile sur le cerveau pour comprendre comment ça fonctionne. Des neuroscientifiques, il y en a des milliers en fait sur la Terre qui font de la recherche, essentiellement dans le domaine médical. Nous sommes passionnés pour essayer de comprendre qu'est-ce qui explique nos comportements, nos façons de penser, nos problèmes, nos stress, tout ce qui en fait affecte notre vie courante, mais aussi nous permet d'être des êtres. Car on pourrait le dire aujourd'hui, est-ce que la créature humaine n'est-elle pas la seule créature sur la Terre qui est inachevée? Et en fait, cette aventure humaine du savoir-être, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire découvrir, pour vous faire découvrir aussi comment, de façon très simple, tout ça se passe dans le cerveau. En 2 mots, je ne vais pas parler de... un être humain prend grosso modo 5-6 000 décisions par jour, à travers 4 centres de gouvernance qui, tantôt l'une, tantôt l'autre, prend des décisions. On va parler essentiellement de la gouvernance émotionnelle. La gouvernance émotionnelle, c'est quoi? C'est votre disque dur. C'est en fait votre bibliothèque des connaissances. C'est ce qui vous permet d'assimiler depuis votre tendre enfance vos connaissances, vos savoirs, vos compétences, vos savoir-faire, mais aussi les préjugés, nos idées toutes faites, nos rigidités, nos croyances qui vont perturber notre façon de penser. À côté de cela, nous avons le cortex préfrontal qui, chez l'adulte, représente grosso modo 20% de la masse du cerveau, qui se développe de la plus petite enfance jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Ça rappelle ce qui a été dit tout à l'heure. Et en fait, le cortex préfrontal, c'est cette capacité qu'a l'humain de penser out of the box. En fait, de sortir simplement de ces zones de confort pour découvrir le monde, pour apprendre. C'est ce qui nous permet de réfléchir, nous permet d'anticiper. C'est aussi le territoire de la spiritualité, alors que les croyances sont plutôt à l'arrière de notre cerveau. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, dans un monde complexe, on est de plus en plus sollicité à développer ce cortex préfrontal. Imaginez, il y a 200-300 ans, on était paysans de père en fils, bûcherons de père en fils, et au fond, sur une vie, on apprenait peu de choses, on découvrait peu de nouvelles façons de faire, on n'était pas tellement curieux, on faisait ce que les pères et les grands-pères faisaient. Et donc, on utilisait beaucoup, quoi? Son mode automatique, sa gouvernance automatique, son mode mental automatique, qui est particulièrement, mais tout à fait naturel dans une créature. Les mammifères ont aussi ces trois modes de gouvernance. Et donc, c'est propice à la créature. Ce sont des programmes qui nous permettent de prendre des décisions très rapides, très efficaces dans nos zones de confort. Tout à l'inverse, notre cortex préfrontal est cette capacité que nous avons de développer l'art créateur, de s'adapter aux nouvelles choses, aux choses qui nous arrivent jour après jour et qu'on ne perçoit pas, qu'on ne connaît pas. Et c'est lui, et c'est par lui qu'en fait on peut apprendre à programmer. Lorsque vous apprenez quelque chose, peu importe dans quel domaine, ça va commencer par rentrer dans le cortex préfrontal pour être curieux, essayer de comprendre. Et au fur et à mesure que vous apprenez, ça vient se stocker là derrière et vous donnez des compétences nouvelles. Et pour bien comprendre et saisir l'indispensable besoin de l'humain d'aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Belgique, j'ai créé une association qui s'appelle Learn to Be, où nous formons aujourd'hui entre 1200 et 2000 enseignants pendant 6 jours à ces connaissances sur le cerveau, et ça change totalement les classes, ça change la façon de penser, ça leur permet de gérer les motivations des enfants, ça leur permet de comprendre ce que c'est que la neuropédagogie, la pédagogie inversée, et aussi de gérer les comportements violents, les comportements agressifs, avec beaucoup de succès. En fait, je vais vous donner
deux, trois, une simple... Ah oui, on va d'abord faire un petit exercice parce que ça va vous permettre de comprendre que passer du mode automatique au mode adaptatif, ce n'est pas si évident. Alors, vous allez tous ensemble, on va un peu faire de la récréation, nommer la couleur dans laquelle sont écrits ces mots et on va au plus vite. Rouge, bleu, vert, tous ensemble, voilà, jaune, bleu, vert, on y va. Vous me rassurez, votre mode automatique fonctionne bien. On va tester votre mode adaptatif. Vous allez nommer les couleurs dans lesquelles se sont écrits les mots suivants. Et on y va. Bleu, jaune, rouge, bleu. Bon, OK. Qu'est-ce que vous avez pu constater? Ce n'est pas si évident. Et pourtant, il n'y a que 2 variables. J'aurais fait ça avec une classe d'enfants de 4 ans. Ils allaient aussi vite dans ce deuxième cas que dans le premier, puisqu'ils ne savent pas lire. Donc, des connaissances peuvent provoquer des biais cognitifs, des biais d'adaptation. On va faire un deuxième exercice où là, vous allez trouver la réponse immédiatement. Vous êtes avec votre enfant, il a 7 ans. Et en fait, il vient tout fier devant vous avec ces 4 opérations. Que lui dites-vous spontanément? Voilà. Alors, notre habitude, et c'est la même chose dans les entreprises, on lui dit hey, « il y a une faute, il y a une erreur ». Alors qu'en fait, la bonne réponse, c'est « mon petit chou, tu as 3 bonnes réponses ». 3 bonnes réponses. Et c'est là qu'en fait, il va s'activer pour connaître la 4e. On a parlé tout à l'heure de la confiance en soi. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Et pourquoi avons-nous ces réflexes? Il y a une faute. Parce qu'en fait, nous avons aussi un territoire reptilien, comme on dit, qui en fait aperçoit tout ce qui est un danger. Et là, il y a un danger. Mais le territoire reptilien, en fait, il sert à quoi? Il sert à percevoir les dangers de mort. Ce qui permet à un animal, à nous-mêmes, en fait, de fuir, de lutter ou de s'inhiber face aux dangers de mort. Et nous gardons cela en nous, ce qui fait que lorsqu'on voit une erreur comme celle-là, on dit « il y a une erreur ». Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On dit simplement ce qu'on voit. Alors qu'en fait, on a un être devant nous. Et comment le faire grandir? Comment faire grandir son collaborateur, son enfant, son fils, son conjoint, par des questions ouvrantes? Et on va les découvrir maintenant en comprenant comment fonctionne en fait notre mode automatique et le comparer au mode adaptatif. Le mode automatique, il a des process très simples, très naturels qui lui permettent de prendre, et vous prendre, des quantités de décisions par jour sans devoir réfléchir, parce qu'il a les routines, les habitudes, on en a parlé tout à l'heure. Et heureusement, ça vous permet d'être efficace dans bien des choses. Il a la routine, il est plutôt persévérant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il est plutôt rigide. Face à un feu rouge, il vaut mieux être rigide que de commencer à se poser des questions. Donc, en fait, il est plutôt simplificateur. C'est la notion du jugement. C'est bon, c'est mauvais, c'est noir ou c'est blanc. C'est utile dans beaucoup de situations. Il a des certitudes, puisque c'est son dictionnaire, c'est son disque dur, qu'il a appris par l'expérience, l'empirisme, et il est sensible à l'image sociale. Combien de décisions ne prenons-nous pas dans notre vie, dans nos journées, à partir de l'environnement, la culture sociale, la culture environnementale, la culture de l'entreprise, la culture familiale. Et en fait, voilà, on se moule un peu dans ce qui existe, malgré qu'on pense quelque chose de différent. Et donc, on voit bien que ce mode mental automatique, il est très utile pour gérer des quantités d'événements dans nos journées. Mais toutefois, plus le monde est complexe, plus le monde est changeant, plus nous devons pouvoir utiliser notre mode adaptatif. Et donc, faire ce qu'on appelle cette bascule. Et vous le faites tous les jours, sans vous en rendre compte. Les qualités de ce mode-là, qu'on doit développer dès la petite enfance, se nomment par les 6 caractéristiques qui sont à l'opposé du mode automatique, mais en même temps complémentaires. Si vous êtes curieux face à un feu rouge, vous ne seriez plus dans la salle.
seraient tous morts, parce qu'en fait, ça nous fait hésiter. Alors qu'en fait, l'important aujourd'hui, c'est de découvrir ses capacités et de les développer. Je vais parler de la curiosité, parce qu'on en a parlé tout à l'heure de façon différente. La curiosité, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait une qualité naturelle qu'on a dès la naissance. Je ne sais pas, lorsque vous regardez un enfant dans son berceau, un enfant qui a 2-3 ans, il est là, il est curieux, il regarde, il observe, et on dit oui, il n'est pas intelligent. Rien du tout. Il va emmagasiner des tonnes de connaissances, de savoir, de mouvements, de ressentis par rapport à l'environnement pour en fait se manifester. Et cette curiosité, vers l'âge de 4 ans, 3 ans, 5 ans, il vous bombarde de pourquoi. Pourquoi maman? Pourquoi papa? Vous allez le mettre au lit. OK. Et puis il est là, il a enfilé son pyjama et il vous dit, mais au fond, pourquoi la nuit? Il y a 3 façons de répondre. La première, c'est de dire, mon petit chou, tu vois, ça tu vas comprendre plus tard. On va prendre le livre des petits lionceaux qu'on a déjà lu 253 fois et on va le relire. Et donc, vous lui dites, ta curiosité, tu la mets dans la poche de ton pyjama et par contre, on va retourner à la routine. Plus on répond dans ce sens, plus cette curiosité va s'émousser. Ce qui est important, deuxième façon de dire, c'est de dire, mon petit chou, je vais t'expliquer. Et vous lui expliquez la rotation de la Terre. Vous prenez un ballon, vous dites c'est le soleil, vous prenez une petite pomme, vous y pointez une petite épingle et vous expliquez la rotation de la Terre. Et il a vite pigé que lorsque l'épingle est là-bas, eh bien la lumière n'y arrive pas. Et donc, en fait, vous faites de la pédagogie. Vous lui expliquez la rotation de la Terre, le pourquoi de la nuit, et qu'est-ce qu'il va faire? Sa curiosité sera satisfaite et il va apprendre quelque chose de neuf qu'il va mettre dans son territoire automatique. Il y a une troisième façon de faire. Mon petit chou, ah, j'aime bien ta question. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Et vous allez voir l'enfant faire ceci. Et en fait, il va rentrer dans son imaginaire. Monsieur Marquis en a parlé tout à l'heure. Cet imaginaire, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez donner à un enfant. C'est là, que va-t-il se passer dans son cerveau? Puisqu'il n'a pas la réponse, il va sortir de son mode automatique et il va commencer à créer des liens avec ce qu'il a déjà entendu, vu, lu dans un livre, vu à la télévision, peu importe. Et en fait, il va rentrer dans cet imaginaire et pendant ce temps-là, il va créer, c'est la neuroplasticité du cerveau, il va créer des nouveaux circuits dans son cerveau, des circuits d'intérêt, de curiosité, d'éveil. Et c'est ça qui va le construire. Et c'est pour ça que l'enseignement est tellement important, le rôle de l'éducateur, des parents. Mais comment voulez-vous qu'il joue ce rôle sans comprendre les mécanismes qui sont derrière? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on dévoile tout ça pour le découvrir, pour le comprendre, pour l'assimiler et se l'approprier. Et donc, la curiosité est une voie royale d'entrée. Ensuite, vous avez la souplesse. La souplesse, c'est quoi? C'est une forme d'acceptation. Ce n'est pas pour autant la résignation. C'est accepter qu'une situation existe. Même si elle vous dérange, elle est là. Ne pas vouloir la voir, rester rigide, ne permet pas de la résoudre. Donc, si vous voulez, les 2 premières caractéristiques, curiosité et souplesse, c'est, si vous voulez, face à la situation complexe, à la nouveauté, c'est l'ouverture d'esprit. C'est donc ouvrir son champ de vision, son champ d'ouverture, qui va entraîner de façon naturelle le traitement de l'information. C'est-à-dire, il va nuancer les choses. C'est pas blanc ou noir, c'est pas mal ou bien. Derrière chaque chose qui vous dérange, il y a parfois une opportunité. Mais cette opportunité, vous ne la verrez pas si vous restez dans votre mode automatique, avec vos croyances et vos rigidités. Et c'est pour ça qu'en fait, la nuance peut se développer à partir de ces caractéristiques. Ensuite, ça permet de prendre du recul. Oui, la relativité, prendre un peu de hauteur. On est coincé, on est avec le nez dans le guidon dans beaucoup de situations et on réagit de façon impulsive. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est de créer un état, une posture d'ouverture. Une posture qui va entraîner quoi? L'output, c'est-à-dire la réflexion logique, le bon sens. Et pour permettre des décisions réelles. Qu'est-ce qu'il y a là derrière?
eh bien, c'est l'intuition qui va vous donner des véritables réponses. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive régulièrement de m'endormir le soir avec un problème non résolu. Voilà, je n'ai pas la réponse, mais c'est rien. Je me mets dans un état de sérénité et la nuit porte conseil. Le lendemain matin, j'ai des idées, j'ai en une fois une réponse. Vous avez aussi vécu cela parce que votre cerveau, il continue à travailler la nuit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que se nourrir ce cortex préfrontal, en être conscient, eh bien, permet cet éveil, cette ouverture. Et donc, que se passe-t-il lorsque on a des idées et qu'en fait, on ne passe pas de l'autre côté? On ne va pas être curieux, on ne va pas être nuancé. C'est là que le stress approche. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre comment fonctionne le stress. Alors, un tout petit exercice, je vous demande à chacun de penser à une situation qui régulièrement vous énerve, qui régulièrement peut vous agacer, ou alors qui vous angoisse. Je ne sais pas, moi, allez, tous les 15 jours, c'est ma belle-mère, ça me casse les pieds. Mon fils, il est jamais prêt pour partir à l'école. Mon collaborateur, il arrive toujours en retard, etc. Chacun, pensez à une situation qui vous énerve. Et je vous pose une deuxième question. OK? Vous l'avez dans votre tête. Mettez-la, plus que dans votre tête, vous la sentez. Vous sentez l'émotion d'énervement, d'agacement, ou de colère, ou alors d'émotivation. Vous le sentez. Et maintenant, je vous pose la deuxième question et je vous donne 1 minute pour trouver, essayez de rester dans la situation, essayez de trouver 4 ou 5 avantages que vous pourriez tirer de cette situation. Ça, c'est une drôle de question. Eh oui. Essayez de vous trouver 3 ou 4 ou 5 avantages que vous pourriez en tirer. Et pour vous aider, vous pouvez utiliser un des 6 leviers. Nuancer, prendre du recul. Qu'est-ce que je penserais de cela dans 10 ans? Et si mon chien savait parler, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il me dirait? Ou moi, boulangère. Essayez de vous mettre, en fait, dans un questionnement, ce qu'on appelle de la maïeutique, se poser des questions ouvrantes. Tiens, pourquoi? Comment? Essayez de trouver un avantage, un deuxième, un troisième. Et je vous poserai une troisième question. Ça va? Je sais que le temps nous est compté, donc vous pourrez le faire. En fait, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. J'anime un atelier où il y a des véritables outils. Mais en fait, maintenant, je vais vous demander qui, parmi vous, pourrait dire après cet exercice, comment il se sent? Comment vous vous sentez? Je vous vois très mal parce que j'ai plein de lumière dans les yeux. Alors, comment est-ce que vous vous sentez? Qui se sent un peu mieux? Voilà. Lève la main. Qui se sent, ne fût-ce qu'un peu mieux. Ce n'est pas que vous avez la solution, ce n'est pas la solution qui compte. Comment se sentir? Qu'est-ce que vous venez de faire, ceux qui ont levé la main? C'est qu'ils ont utilisé, sans le savoir, un de ces 6 leviers. Parce que souvent, vous entendez dire les gens, moi, je serai calme quand j'aurai la solution. Eh bien, ça ne marche pas. Non. C'est quand je suis serein que je vais retrouver la solution. C'est la sérénité qui permet le contact avec le cortex préfrontal. On sait aujourd'hui, on le voit en IRM, dès que quelqu'un est stressé, il n'a plus le contact avec son cortex préfrontal. Donc, il n'a aucune capacité de trouver une solution, d'avoir une créativité qui lui permet, en fait, de sortir de son état. Et donc, ce n'est pas productif. En deux mots, vous venez de ceux qui ont trouvé un avantage, eh bien, en fait, en faisant ça, vous avez déjà créé des nouveaux circuits dans votre cerveau. On ne s'en rend pas compte, mais ce sont ces circuits neufs qui vont détricoter les anciens. C'est là qu'on change notre vision sur le monde, qu'on change notre façon de penser et de voir. Et voilà, je vous explique maintenant le mécanisme qu'il y a derrière dans votre cerveau. Nous sommes confrontés tous les jours à prendre 5 à 6 000 décisions. Des quantités sont hyper simples.
Et nous utilisons notre mode automatique. Et heureusement, ça permet d'être efficace, rapide et sensible. Lorsqu'on vous pose une question sur laquelle vous n'avez aucune réponse, à un monde qui vous est totalement inconnu, lui va lâcher prise instantanément et il va donner la main au cortex préfrontal qui va être curieux. Ah oui, c'est comment? Et pourquoi tu me dis ça? Etc., etc. Tout à fait normal. Le problème survient dans un autre moment. C'est lorsque vous êtes face à des situations dont vous avez peut-être 95% de la solution, 80% de la solution. Et c'est là qu'on veut le traiter avec notre mode automatique. Et on ne perçoit pas, on évacue les nouveaux éléments qui se présentent, on évacue ce qui est à côté de nous et qu'on ne veut pas trop voir pour remettre tout dans une boîte et donc être rigide. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de particulier. C'est cet événement-là. Lorsque vous avez une situation complexe, que vous voulez réduire dans votre connaissance habituelle, comme il n'a pas la réponse, puisqu'il n'a que ce que vous avez appris, il va en fait se mettre à paniquer. Il va en fait tourner en boucle et voilà ce qui va se passer. Eh oui, il va tourner en boucle, il n'a pas la réponse. Et donc le stress va commencer à vous prendre. Un stress de fuite, un stress d'inhibition, un stress de lutte. Ils sont exprimés là. Et alors, le message que je vais vous donner aujourd'hui, c'est simplement que lorsque nous stressons, apprenons à découvrir nos stress. Ce n'est pas grave de stresser. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Parce que le stress nous avertit quoi? Eh bien, c'est un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme pour nous montrer tout simplement qu'on n'est pas en train de recruter le bon mode mental, qu'on recrute le mode automatique, alors que nous devrions le prendre en considération pour dire « Tiens, il faut que je change ». Et simplement vous dire, lorsque vous vous énervez, « Tiens, je trouve un avantage, je suis dans un embouteillage, je vais arriver en retard ». Un avantage. Bon, je vais écouter les nouvelles. Et le fait de se retrouver dans la sérénité va vous donner des idées. Ah, je vais téléphoner à un tel pour qu'il avertisse un tel, plutôt que d'être dans le stress perpétuel qui nous mine. Et donc, en fait, voilà, mon fils n'est jamais prêt à partir à l'école. Voilà, je peux avoir ce type d'émotion. Et ça m'énerve, je suis découragé. Ça fait 10 ans que ça dure. Bon, non. Et face à cela, je vous ai demandé de trouver les avantages. Et cet après-midi, en fait, ce qu'il faut comprendre là derrière, c'est que face à cette situation, lorsque nous avons des émotions de stress, il faut en comprendre la racine. Parce que souvent, face au stress, ah oui, je vais respirer. C'est vrai qu'on se sent mieux après. Mais si on n'enlève pas la racine qu'il y a derrière, demain, je vivrai le même stress. Et les racines, ce sont nos pensées qui sont soit instables, soit incohérentes. Et c'est là-dessus que je vais travailler dans mon atelier avec vous, cet après-midi, ou avec ceux qui sont inscrits, de manière à voir comment on peut complètement déraciner ces fausses idées, ces fausses pensées. C'est ce qui crée la stressabilité. Et donc, on va faire ce circuit-là. On va essayer de trouver qu'est-ce qui me stresse. Parce que si je stresse par rapport à mon fils qui n'est jamais prêt à l'école, je m'énerve, c'est peut-être parce que j'ai horreur de la lenteur, ou j'ai horreur de l'irrespect, ou j'ai horreur de l'irresponsabilité, etc., etc. Nous avons du désordre, du non-professionnalisme. On a tous ainsi des croyances sur lesquelles on est très assis, et c'est ce qui provoque tant de stress. Et donc, vous avez là la formule magique. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est un inhibiteur d'intelligence. Aujourd'hui, on le sait, on le voit en IRM. Dès que quelqu'un stresse, il n'a plus le contact avec son cortex préfrontal. 3 éléments. Le premier, c'est le stresseur. Celui-là, il a en général bon dos. Oui, c'est l'autre, c'est la situation, etc. Mais c'est une cause externe sur laquelle on n'a pas toujours la prise. Ce sur quoi il faut travailler, c'est sur notre stressabilité. Moi, je peux très bien être très énervé devant un événement et mon voisin, il reste serein. Et à la limite, je vais lui dire de lui,
Et enfin, il ne prend pas conscience de la situation, cet homme-là, c'est grave, etc. Alors que c'est lui qui, dans la sérénité, va avoir l'intuition, les bonnes réponses pour résoudre le problème. Moi, je suis incapable, en fait, de m'adapter à la situation. Et les sources de stressabilité sont énormes. Il y en a des centaines. Vous pouvez trouver les plus courants, puisque, bon, on fait de la thérapie, on fait de la formation depuis des années, et on peut parfois retrouver dans ces mots-là des mots qui nous accrochent. Et pour peut-être... Alors, où est ma bouteille? J'ai ma bouteille là-bas, une bouteille avec de l'orange. Oui. Ah, je l'ai loupé, voilà. C'est pas grave. C'est pour, en fait, puisque le temps nous est compté, c'est pour vous expliquer, en fait, nos travaux. Nos travaux, sur ce plan-là, puisqu'on travaille aussi sur les motivations, on travaille sur comment arrêter la dominance, mais tout ça, bon, on ne peut pas l'aborder en une demi-heure. Ce que je viens de vous dire, et que je voudrais illustrer par cette bouteille, c'est que, en fait, nous avons tous des capacités colossales, mais colossales d'apprentissage. Et on pourrait nous comparer à une bouteille. Nous sommes tous des contenants qui, par l'émerveillement, par l'ouverture, par la curiosité, la nuance, permettent de nous adapter à plein de situations pour trouver les bonnes solutions et enrichir notre monde. À côté de ça, nous avons tous des contenus, oui, des savoirs, des connaissances, très importants. Et plus le monde change, plus on a besoin d'en connaître, d'en savoir plus. Le problème est le suivant. C'est lorsque dans ces connaissances, dans ces savoirs, dans ce contenu, nous avons des préjugés, nous avons des idées toutes faites sur les choses. Eh bien, c'est ce qu'on appelle donc, le contenu, les compétences. On est tous en quête de compétences. Lorsque nous avons des blocages, des croyances toutes faites, voilà ce qui se passe. C'est que face à cela, on commence à stresser. Et plus le stress nous envahit, moins nous avons de capacité de nous adapter, de réfléchir, de penser. Et aujourd'hui, par une connaissance de soi, par une ouverture à ces exercices qui nous permettent, parce qu'on a créé 120 exercices pour apprendre à lâcher prise, eh bien en fait, notre rôle à nous, c'est de redonner du souffle à la vie. Et de se redonner ces capacités pour construire, pour en fait construire notre vie, celle de nos proches, celle de nos enfants. Et donc, l'approche neurocognitive que nous avons développée depuis 30 ans permet aujourd'hui un transfert de ces connaissances pour en fait former. Nous formons des centaines de coachs, de médiateurs, de psychologues, de chefs d'entreprise, en fait toute personne qui s'intéresse à son développement personnel. Et je vous invite simplement, je vais vous dire que tout ce que je vous ai montré, vous le recevrez en PDF à travers l'organisation. Donc, vous recevrez tout ça. Je vais l'envoyer et vous le recevrez de façon naturelle à ce que vous puissiez vous remémorer ce qui a été vécu. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Voilà. Pierre qui continue avec nous cet après-midi puisqu'il anime un atelier. Voilà. Alors, on va accélérer un petit peu le temps puisqu'il est déjà midi et on a une autre intervenante à accueillir et non des moindres. On va faire toujours cette petite transition. Donc, si certains d'entre vous veulent quitter la grande salle, c'est le moment. Si certains veulent rejoindre la grande salle, faites-les entrer, les abeilles. Vous pouvez checker s'il y a des personnes devant la porte parce qu'on va faire une transition assez courte. À tout de suite, dans 2 minutes.